Bienvenue sur Zoom In. Vous vous souvenez de cette histoire de ces deux Russes qui ont fui en Alaska? En bateau en plus. Pour éviter la mobilisation pour la guerre en Ukraine. Figurez-vous qu'ils ont traversé le détroit de Bering. Là où la Russie et les États-Unis ne sont qu'à 405 km l'une de l'autre. Ah oui? C'est un endroit chargé d'histoire. Et cet événement nous permet d'aborder les changements géopolitiques qui se jouent là-bas. Oui, c'est un événement assez symbolique qui met en lumière les enjeux actuels de l'Arctique. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on replace ce détroit sur la carte. On imagine une étendue d'eau entre la Russie et l'Alaska, bien sûr. Mais pouvez-vous nous en dire plus fa? Imaginez deux continents, l'Asie et l'Amérique, qui se touchent presque du bout des doigts, tout au nord, à une centaine de kilomètres au sud du cercle polaire. C'est là que se trouve le détroit de Bering, qui sépare la Tchoukotka en Russie, de l'Alaska aux États-Unis. Et il y a ces deux îles, les îles Diomède. Elles sont en plein milieu du détroit, non? Absolument. Elles ne sont qu'à 3 kilomètres l'une de l'autre. La petite Diomède appartient aux États-Unis. Elle abrite une petite communauté. La grande Diomède, quant à elle, est russe, et sert de base militaire. Une frontière symbolique entre deux mondes, en quelque sorte. On a l'image de la guerre froide, de ce rideau glace dont on entendait parler. Mais aujourd'hui, la menace, c'est plutôt le changement climatique et la fonte des glaces, non? En effet, le réchauffement climatique affecte l'Arctique de plein fouet, 4 fois plus que le reste de la planète. On l'a bien vu dans les vidéos, avec ces images satellites, qui montrent la disparition de la glace dans le détroit de Bering. Entre 2013 et 2018. C'est assez alarmant. Donc ce détroit, qui était bloqué par les glaces pendant 6 mois de l'année. Et désormais navigable presque toute l'année. Exactement. Et ça ouvre des perspectives économiques et géostratégiques majeures, notamment avec la possibilité de nouvelles routes commerciales, comme la route du Nord-Est et la route du Nord-Ouest. Attendez, la route du Nord-Est, termine de s'assurer, c'est celle qui permettrait de relier l'Asie à l'Europe, en passant par l'Arctique. Tout à fait. Par exemple, pour aller de Shanghai à Rotterdam, la distance serait réduite de près de 4000 km par rapport à la route traditionnelle par les canaux de Suez. C'est énorme, mais est-ce que cette route est vraiment praticable? Compte tenu des conditions de glace, des courants des vents. C'est vrai qu'il y a encore des défis techniques et logistiques à relever, notamment la présence de glace pendant une partie de l'année, les eaux peu profondes, le manque d'infrastructures portuaires. Mais la Russie investit massivement pour développer cette route et la rendre plus accessible. Et la route du Nord-Ouest, elle Ohlurt, relierait la côte ouest des États-Unis à l'Europe, en passant par le détroit de Bering. Oui, ce qui permettrait de gagner plus de 4000 km par rapport à la route actuelle par le canal de Panama. On comprend mieux l'intérêt que la Russie porte à l'Arctique, d'autant plus que la région est riche en ressources naturelles. Absolument. 83% du gaz et 17% du pétrole russe proviennent déjà de l'Arctique. Et il y aurait des réserves d'hydrocarbures, encore inexploitées, qui représenteraient 22% des réserves mondiales. Imaginez un peu... Waouh, c'est colossal. Mais concrètement, comment la Russie s'y prend d'elle pour affirmer sa présence et exploiter ses richesses? Eh bien, il y a plusieurs aspects. D'abord, la Russie a planté un drapeau sur le fond marin, sous le pôle Nord, en 2007, un geste symbolique pour affirmer sa souveraineté. Ensuite, elle revendique une partie importante du plateau continental arctique, riche en ressources naturelles. Et qu'est-ce que ça signifie exactement? Revendiquer le plateau continental, est-ce que c'est comme un territoire terrestre? C'est un peu plus complexe. Voyez, il existe des zones économiques exclusives, les ZI, qui s'étendent jusqu'à 200 000 marins des côtes d'un pays. Mais la Russie, comme d'autres pays arctiques, argumente qu'une partie du plateau continental, qui s'étend au-delà des 200 000, lui appartient aussi, en raison de sa structure géologique. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que la Russie est en conflit avec d'autres pays? Effectivement, il y a des tensions avec d'autres pays, qui ont aussi des revendications sur ces zones, comme le Canada et le Danemark. C'est un sujet diplomatique assez sensible. Je vois. Mais au-delà de ces revendications, la Russie a aussi des atouts concrets pour s'imposer dans l'Arctique? Non. Oui, tout à fait. Prenez l'exemple de Mourmansk, cette ville russe située au nord du cercle polaire. Mourmansk, la ville qui ne gèle jamais. Dites-moi plus. Eh bien, Mourmansk est un port stratégique pour la Russie. Il reste libre de glace toute l'année grâce au Gulf Stream, un courant océanique chaud qui remonte de l'Atlantique. C'est incroyable. Et qu'est-ce qui fait l'importance de ce port? Mourmansk est déjà un important port de pêche et la base de départ des brise-glaces nucléaires russes. Mais la Russie a l'ambition de le transformer en un hub majeur pour le transport des ressources de l'Arctique vers l'Europe et l'Asie. Donc Mourmansk joue un rôle clé dans la stratégie arctique de la Russie. Exactement. Et cela inquiète les autres puissances mondiales, notamment les États-Unis. D'accord.
Mais si on reparle un instant de ces brise-glaces nucléaires, à quoi sert-il concrètement en réalité? Et pourquoi sont-ils nucléaires? Ce sont des navires extrêmement puissants qui permettent de briser la glace et d'ouvrir des voies navigables dans l'océan Arctique, même en hiver. La propulsion nucléaire leur donne une autonomie et une puissance inégalée, ce qui est essentiel pour naviguer dans des conditions aussi extrêmes. Je comprends. Donc la Russie a vraiment les moyens de ses ambitions, à l'Arctique. Mais du côté américain, comment réagissent-ils à cette présence russe crue? Les États-Unis ne restent pas les bras croisés. Ils ont modernisé le port de Nome en Alaska, déployé des chasseurs F-35 et réactivé la base aérienne de Thule au Groenland. Ah oui, on se rapproche de la situation de la guerre froide avec une course aux armements dans l'Arctique. Oui, la guerre en Ukraine a ravivé les tensions entre la Russie et l'Occident. Et l'Arctique est devenu un terrain de rivalité. La Russie a renforcé ses bases militaires le long de sa côte arctique, notamment à Severomorsk. Qui abrite la flotte du Nord. La flotte du Nord, c'est quoi exactement? C'est la principale flotte de la marine russe dans l'Arctique. Elle comprend des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, des croiseurs, des destroyers, des frégates, bref, tout l'arsenal nécessaire pour projeter sa puissance dans la région. D'accord. Donc on a une véritable militarisation de l'Arctique et l'adhésion de la Finlande et la Suède à l'OTAN. Ça change quoi dans ce contexte? Ça complique encore les choses. La Finlande et la Suède partagent une longue frontière avec la Russie. Et leur entrée dans l'OTAN renforce la présence de l'Alliance Atlantique dans l'Arctique. Donc la situation est de plus en plus tendue. Mais il n'y a pas que la Russie et les États-Unis qui s'intéressent à l'Arctique, non. La Chine est aussi la partie. Absolument. La Chine se présente comme une nation proche de l'Arctique et investit massivement dans la région. Elle a construit des brise-glaces, finance des projets d'infrastructure et développe des partenariats avec la Russie. Je me souviens avoir vu des images d'un brise-glace chinois dans le port russe de Mourmansk. C'est assez étonnant de voir la Chine s'aventurer aussi loin de ses bases. La Chine a plusieurs motivations. D'abord, elle cherche à sécuriser ses approvisionnements en ressources naturelles, notamment en hydrocarbures. Ensuite, elle voit l'Arctique comme une nouvelle route commerciale potentielle, plus courte et plus rapide, pour relier l'Asie à l'Europe. Je vois. Donc on a une situation géopolitique assez complexe dans l'Arctique, avec des rivalités entre grandes puissances, des enjeux économiques et stratégiques importants. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier les populations locales, qui vivent en Arctique depuis des millénaires. Leurs modes de vie traditionnels sont menacés par le changement climatique et la pression économique. C'est vrai, on a tendance à l'oublier. Mais qui sont ces populations et comment vivent-elles? Il y a plusieurs peuples autochtones dans l'Arctique. Les Inuits, les Samis, les Nidiolarenta, les Aléoutes. Ils ont développé des cultures uniques, adaptées aux conditions extrêmes de la région. La chasse, la pêche, l'élevage de rennes sont leurs principales activités traditionnelles. Et comment vivent-ils le changement climatique et l'arrivée de ces nouvelles puissances dans l'Arctique? Pour eux, c'est un double défi. D'un côté, le réchauffement climatique bouleverse leur environnement et rend leurs activités traditionnelles plus difficiles. De l'autre, l'exploitation des ressources naturelles par les grandes puissances risque de polluer leurs terres et de détruire leur mode de vie. C'est une situation préoccupante. Est-ce qu'on peut dire que ces populations sont les premières victimes de la géopolitique de l'Arctique de l'Arctique? Oui, on peut le dire. Leurs voix sont souvent ignorées dans les grands débats internationaux sur l'Arctique, alors qu'ils sont en première ligne, face aux changements qui s'y produisent. C'est vraiment une situation injuste. Mais au-delà de ces populations locales, on a vu que le trafic maritime dans l'Arctique est en augmentation constante. Est-ce que ça veut dire que ces nouvelles routes maritimes sont déjà opérationnelles? Pas encore complètement. La navigation dans l'Arctique reste limitée, par la présence de glace une partie de l'année, les eaux peu profondes, et le manque d'infrastructures. Mais la fonte des glaces pourrait changer la donne, dans les années à venir. Et si la glace continue de fondre au rythme actuel, est-ce qu'on peut imaginer des porte-conteneurs géants traversant l'Arctique? Oui, c'est une possibilité réelle, à moyen terme. Et cela pose de nombreuses questions, notamment en termes de sécurité maritime, de protection de l'environnement. Et de coopération internationale? On a beaucoup parlé de la route du Nord-Est et de la route du Nord-Ouest. Mais il y a aussi une autre route maritime, encore plus courte, qui pourrait émerger avec la fonte des glaces. La route transpolaire, qui passerait directement par le pôle Nord. Absolument, c'est la route la plus courte entre l'Asie et l'Europe. Mais elle est encore inaccessible, à cause de la glace. Si la glace continue de fondre, cette route deviendra une réalité, ce qui rendra l'Arctique encore plus stratégique. On voit bien que l'Arctique est une région en pleine mutation, avec des enjeux multiples et des perspectives d'avenir incertaines. Mais j'aimerais qu'on revienne sur l'impact du changement climatique sur l'Arctique, et plus globalement sur le reste du monde. Le changement climatique dans l'Arctique a des conséquences globales. La fonte des glaces contribue à l'élévation du niveau de la mer, ce qui menace les populations côtières du monde entier,
Et on a parlé de la fonte du permafrost, ces sols gelés en permanence, qui libèrent du méthane, un puissant gaz à effet de serre, ce qui accélère le réchauffement climatique. C'est un cercle vicieux qu'il est urgent de briser. L'Arctique est un véritable baromètre du changement climatique. Et ce qui s'y passe a des répercussions sur toute la planète. On voit bien que l'Arctique est un enjeu planétaire. Mais revenons à la géopolitique. On a vu que la Russie et les États-Unis se regardent en chien de faïence dans l'Arctique. Est-ce qu'on peut parler de nouvelle guerre froide? C'est une question complexe. Il y a certainement des tensions importantes, mais la situation est différente de la guerre froide. En quoi est-ce différent encore? Pendant la guerre froide, l'Arctique était une zone de confrontation idéologique entre deux blocs, l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, les enjeux sont plus complexes, avec des intérêts économiques stratégiques et environnementaux, qui s'entremêlent. Et la Chine est un acteur majeur, qui n'existait pas pendant la guerre froide. Exactement. La Chine est un partenaire économique important pour la Russie, mais aussi un concurrent potentiel dans l'Arctique. La situation est donc plus fluide, avec des alliances et des rivalités, qui peuvent évoluer rapidement. Oui, et cela rend la situation encore plus imprévisible. On voit bien que l'Arctique est un véritable casse-tête géopolitique. Mais j'aimerais qu'on revienne sur la question des ressources naturelles. On a parlé des hydrocarbures. Mais est-ce qu'il y a d'autres ressources qui intéressent les pays? L'Arctique est riche en minerais, comme le fer, le nickel, le cuivre, le zinc, l'or et les diamants. Et il y a aussi les ressources halieutiques, avec des stocks de poissons importants. On a l'impression que l'Arctique est une véritable mine d'or. C'est vrai, l'Arctique attire les convoitises. Et la course aux ressources risque de s'intensifier dans les années à venir. Ce qui risque d'accroître les tensions géopolitiques. Exactement. L'Arctique est un espace fragile et il est important de gérer ses ressources de manière durable et responsable. On a beaucoup parlé des aspects négatifs. Mais est-ce qu'il y a aussi des opportunités pour la coopération internationale dans l'Arctique? Oui, bien sûr. L'Arctique est une région qui fait face à des défis communs, comme le changement climatique, la pollution et la protection de la biodiversité. Et ça nécessite une collaboration entre les pays. Exactement. Il existe déjà des instances de coopération, comme le Conseil de l'Arctique, qui réunit les pays riverains de l'Arctique. Et il y a aussi des initiatives de recherche scientifique et de développement durable, qui impliquent plusieurs pays. Oui, et il est important de renforcer ces initiatives pour faire face aux défis de l'Arctique, de manière collective. On voit bien que l'Arctique est un espace complexe, avec des enjeux multiples et des perspectives d'avenir incertaines. Mais une chose est sûre, l'Arctique est une région clé pour l'avenir de la planète. C'est un espace stratégique fragile et fascinant qui mérite toute notre attention. C'est une région qui cristallise les défis du XXe siècle. On a l'impression que tout est lié dans l'Arctique. On parle de routes maritimes, de ressources, de tensions géopolitiques, mais aussi de la vie des populations locales, de la protection de l'environnement. Exactement. Prenons l'exemple du méthane, ce puissant gaz à effet de serre. Il est emprisonné dans le permafrost, ce sol gelé en permanence. Avec le réchauffement, le permafrost dégèle et libère du méthane dans l'atmosphère, ce qui aggrave encore le réchauffement climatique. C'est un cercle vicieux assez effrayant, et j'imagine que cela a des conséquences directes sur les populations de l'Arctique. Oui, les communautés inuits, Saminenets et d'autres voient leur mode de vie traditionnel bouleversé. La chasse, la pêche, l'élevage de rennes, tout est impacté par la fonte des glaces et la modification des écosystèmes. Dans la vidéo, on a vu ces images impressionnantes du détroit Berico, presque entièrement libre de glace, en 2018. C'est un symbole fort de ce changement en cours. Absolument. Et ce changement s'accélère. D'ici quelques années, la banquise arctique pourrait disparaître complètement pendant l'été, ce qui ouvrirait la voie à une exploitation encore plus intensive des ressources de l'Arctique. On imagine les convoitises que cela suscite. On a parlé de la Russie, des États-Unis, de la Chine. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui s'intéressent à l'Arctique? Oui, bien sûr, le Canada, le Danemark avec le Groenland, la Norvège. Tous ces pays ont des territoires en Arctique et des intérêts économiques et stratégiques dans la région. On a donc un véritable puzzle géopolitique avec de nombreux acteurs. Oui, et il est important de comprendre les relations complexes entre ces acteurs. Par exemple, la Russie et la Chine coopèrent dans l'Arctique, notamment dans le développement de la route maritime du Nord, mais ils sont aussi concurrents pour l'accès aux ressources. Et les États-Unis observent tout cela avec méfiance. Ils cherchent à maintenir leur influence dans la région. Exactement. La situation est d'autant plus complexe que l'Arctique est régi par un cadre juridique international fragile. Qu'est-ce que vous voulez dire par fragile? Il existe des traités internationaux qui définissent les droits et les obligations des pays dans l'Arctique, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Mais ces traités ont été élaborés à une époque où la situation géopolitique et environnementale de l'Arctique était différente. Donc, est-ce que ces traités sont encore adaptés à la situation actuelle? Suffisent-ils à gérer les tensions et les rivalités dans une région en pleine mutation?
C'est la question face aux enjeux croissants de l'Arctique. Il est crucial de renforcer la coopération internationale et de trouver des solutions durables pour gérer les ressources de manière responsable. Justement, on a beaucoup parlé des enjeux économiques et géopolitiques. Mais est-ce qu'on peut revenir sur la question de l'environnement? La vidéo mentionne que l'Arctique est un écosystème unique et fragile, menacé par le changement climatique. Oui, l'Arctique abrite une faune et une flore exceptionnelles, adaptées à des conditions extrêmes. On pense aux ours polaires, aux phoques, aux baleines, mais aussi à de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Et ces espèces sont déjà impactées par le réchauffement climatique. Absolument. La fonte des glaces réduit l'habitat des ours polaires qui dépendent de la banquise pour chasser les phoques. La hausse des températures de l'eau modifie les courants marins et affecte les populations de poissons. Et il y a aussi les risques de pollution liés à l'exploitation des ressources naturelles comme les forages pétroliers ou l'exploitation minière. Tout à fait. Une marée noire dans l'Arctique aurait des conséquences catastrophiques sur cet écosystème fragile. Il est donc crucial de mettre en place des mesures de protection de l'environnement strictes pour limiter les impacts de l'activité humaine dans l'Arctique. On voit bien que l'Arctique est un enjeu environnemental majeur, mais il y a aussi un enjeu humain avec les populations locales qui vivent en Arctique depuis des générations. Oui, les peuples autochtones de l'Arctique ont développé une culture et un mode de vie unique en harmonie avec la nature. Mais ces cultures sont aujourd'hui menacées par le changement climatique et la modernisation. Exactement, la fonte des glaces rend la chasse et la pêche plus difficile. Les jeunes générations sont tentées de quitter leur village pour aller vivre dans les villes. C'est un véritable défi pour la préservation de ces cultures millénaires. Il est important de soutenir les populations locales et de les associer aux décisions qui concernent l'avenir de l'Arctique. Leur savoir traditionnel et leur expérience sont précieux pour gérer durablement cette région. On voit bien que l'Arctique est une région complexe avec des enjeux multiples et des perspectives d'avenir incertaines. C'est une région qui suscite à la fois des espoirs avec les opportunités économiques et scientifiques qu'elle offre et des inquiétudes avec les risques géopolitiques et environnementaux qu'elle représente. C'est un véritable laboratoire du XXe siècle, où se joue l'avenir de la planète. L'Arctique est un baromètre du changement climatique, un terrain de jeu géopolitique et un espace culturel unique. C'est un lieu qui nous invite à réfléchir à notre relation avec la nature et à l'avenir de l'humanité. L'Arctique est un défi, mais aussi une source d'inspiration pour construire un avenir plus durable et plus juste. Merci beaucoup pour ces réflexions. Avec plaisir. On a beaucoup parlé de l'Arctique comme un lieu de tension, mais est-ce qu'il y a aussi des exemples de coopération internationale dans cette région? Oui, heureusement, le Conseil de l'Arctique, par exemple. C'est une instance de dialogue et de coopération entre les pays riverains de l'Arctique. Et quels sont les objectifs de ce conseil? Il vise à promouvoir la coopération dans des domaines comme la protection de l'environnement, le développement durable, la recherche scientifique, la sécurité maritime. Donc malgré les tensions géopolitiques, il y a quand même une volonté de travailler ensemble pour l'avenir de l'Arctique. Oui, et c'est encourageant. L'Arctique est un espace fragile qui nécessite une approche collaborative pour faire face aux défis communs. On a parlé des risques de pollution liés à l'exploitation des ressources naturelles. Comment peut-on concilier développement économique et protection de l'environnement dans l'Arctique? C'est un défi majeur. Il est crucial de mettre en place des normes environnementales strictes pour encadrer l'exploitation des ressources naturelles et minimiser les impacts sur les écosystèmes arctiques. Et on peut aussi encourager le développement des énergies renouvelables dans l'Arctique. Oui, l'Arctique a un potentiel important en matière d'énergie renouvelable, notamment l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Développer ces sources d'énergie propres permettrait de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. On voit bien que l'Arctique est une région complexe, avec des enjeux multiples et des perspectives d'avenir incertaines. Mais une chose est sûre, l'Arctique est un lieu fascinant qui nous invite à réfléchir à notre relation avec la nature et à l'avenir de l'humanité. C'est un miroir de notre monde en quelque sorte. On y voit se refléter les tensions, les défis, mais aussi les espoirs de l'humanité. Et l'avenir de l'Arctique dépendra des choix que nous ferons collectivement dans les années à venir. Absolument, il est important de prendre conscience de l'importance de l'Arctique, de ses enjeux et de ses fragilités pour agir de manière responsable et construire un avenir durable pour cette région. Merci beaucoup pour cette analyse éclairante. Avec plaisir. À bientôt pour une nouvelle découverte.